l'idée telle qu'on a conçue avec Marjolaine de cette rencontre, elle est très simple. C'est vraiment très très simple et c'est là qu'on va focaliser. C'est véritable, nous sommes tous des chefs d'entreprise. C'est véritablement créer un écosystème pour faire des affaires. C'est vraiment le point d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions des affaires. Eux, ils font des traiteurs. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller chercher dehors. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-Paul. Donc je te laisse te présenter. Messieurs, dames, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir chez moi aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Paul Fernandez. Je suis pâtissier de formation, une formation que j'ai suivie en Europe dans les années 70-80. Et après, je suis rentré au Sénégal, parce que je suis né ici. Et je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années dans une grande structure de la place qui s'appelle La Galette, où je suis chef pâtissier et responsable de production. Bon, je suis en fin de carrière, donc maintenant, avec la passion que j'ai et la connaissance que j'ai acquise dans ce métier, j'ai le désir de transmettre cette connaissance aux jeunes qui viennent rentrer dans ce métier maintenant. Donc c'est ce qui m'a amené à ouvrir cet établissement. Depuis maintenant 3 ans, on est là et nous avons déjà reçu l'agrément du ministère qui nous régit. Et donc nous avons la formation professionnelle. Nous faisons la restauration. Lorsqu'on dit la restauration ici, on englobe la cuisine, le service et éventuellement aussi tout ce qui est hôtellerie. Alors, les réceptionnistes, accueil, femme de chambre, tout ce qui gère un hôtel. Donc nous donnons cette formation-là en formation professionnelle, qui est à la fin où on peut avoir un diplôme d'État, voilà, reconnu par l'État. Cette formation accélérée dure 12 mois, mais à une cadence vraiment accélérée. Bon, ensuite, nous avons le restaurant de l'établissement, que tout ce qu'on fabrique, on essaye de le vendre en partie ici et en partie à l'extérieur. Donc c'est un service que nous avons sur place. La salle aussi, des fois, est allouée. Hein. Ensuite, nous faisons aussi du traiteur. En gros, c'est ce que nous avons comme service à proposer. Mais moi, c'est dans le cadre avec les enfants. C'est-à-dire que j'aimerais savoir si, par exemple, parce que moi, c'est la petite enfance, c'est les petits. Et personnellement, je fais des activités avec eux sur la pâtisserie. On fait des crêpes, on fait des petites choses, quoi. Et j'aimerais savoir si dans votre ici, vous pouvez accueillir, par exemple, une activité, un atelier avec les enfants pour pouvoir faire de la pâtisserie. C'est possible, hein, c'est possible. Bon, au début, lorsque j'ai ouvert, j'avais essayé, hein, en période de vacances. J'avais contacté un peu les jardins d'enfants. Bon, mais j'ai pas eu la clientèle. Donc maintenant, si je trouve quelqu'un qui peut drainer les enfants, il n'y a pas de problème. Et donc je suis en train de lancer un centre d'affaires. L'idée est très simple, c'est que je vais proposer un service de bureau équipé, un bureau individuel en open space et des salles de réunion. Donc je me trouve tout au début de la VDN, ce qui est un assez bon positionnement par rapport au centre-ville. Donc l'idée de base aussi, c'est d'essayer de se positionner comme un one-stop pour les clients. C'est-à-dire que l'homme d'affaires qui vient à Dakar et qui est notre client, il peut avoir la possibilité d'avoir non seulement des services à notre niveau, mais également un certain nombre de services qui peuvent tourner autour. Je donne un exemple très simple.
il vient de Paris, il a besoin d'être récupéré à l'aéroport, il a besoin qu'on fasse en sorte qu'il ait ses réservations d'hôtel, que ses rendez-vous soient calés. Voici le genre de choses qu'on peut faire. Mais également avoir des partenariats avec les hôtels de la presse pour pouvoir organiser des séminaires, des réunions pour les entreprises qui ont la volonté d'externaliser ce genre d'organisation pour leur permettre d'être focus sur leur business. Donc ça c'est comment on se positionne en termes de service. Maintenant, en termes d'opportunités réellement, actuellement nous pensons pouvoir être opérationnels d'ici mi-février, fin février. Nous essayons de nouer un certain nombre de partenariats pour justement pouvoir proposer un service complet. Maintenant, je veux dire en termes de communication, pour l'instant, nous sommes énormément dans le bouche à oreille, histoire d'avoir un peu les feedbacks par rapport aux prospects, de leurs sentiments par rapport à ce que nous proposons et un peu par rapport au positionnement prix que nous sommes en train de vouloir avoir sur le marché. Voilà, et je pense que ça aurait peut-être été une opportunité pour lui d'héberger prochainement le prochain, donc la prochaine rencontre, afin de permettre à tout le monde de voir ce que c'est. Pour une première opération, j'étais un peu impressionné, parce qu'en général on grandit, mais là il a déjà grandi, donc c'est déjà très bien ce qu'il a fait, et ça laisse présager vraiment d'un bon futur en fait. Donc je pense que ce serait bien pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes qui ne sont pas là aujourd'hui, à qui ça pourrait forcément intéresser de voir ce genre de choses. Et voilà. Dans nos business, de loin, de près, de futur, on aura, en fait, il faut qu'on sache, c'est la circulation de l'information. J'aurais jamais su peut-être que tu fais ça si Luc ne t'aurait pas amené. Et bon, Leyman a de la chance, c'est côté de chez toi, mais je pense qu'au parc non plus qui est là, c'est pas que tu es là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, opportunité, circulation de l'information de différents secteurs. Et on aimerait justement être la plateforme pour ça. C'est juste ça. D'accord. Super. Et ça correspond donc à un besoin qui est extrêmement important partout, et surtout donc ici en Afrique subsaharienne, puisque bon, les achats ne sont pas professionnalisés de part, et du coup il y a beaucoup de gaspillage qui se font au niveau des fonctionnement et des achats. Donc nous, l'objectif, c'est d'accompagner depuis le sourcing, depuis donc le diagnostic de l'entreprise au niveau des achats, jusqu'à proposer donc des actions proactives, la mise en place de ces actions-là et le suivi donc des économies réalisées. Alors que ce soit des services, des prestations non palpables, si je peux dire, que des biens de consommation, enfin des biens physiques, la démarche est la même. On propose donc de voir un petit peu ce qu'elles font, et rapidement on fait part de diagnostic pour leur dire ce qui va, ce qui ne va pas, et nous ce qu'on peut leur apporter concrètement. D'accord. Donc ça, l'entreprise de sort, ça nous coûte absolument rien. D'accord. Donc, supposons qu'il y a une entreprise qui ait les meilleurs acheteurs, les meilleurs achats, les meilleures pratiques achats, nous, on n'arrive pas à faire des économies, donc comme je vous disais, ça coûte absolument rien à l'entreprise. Donc nous, on fonctionne jusqu'à aujourd'hui exclusivement en B2B, en bouche à oreille. Alors on est conscient que toutes ces communications, internet, réseaux sociaux, etc. Je crois qu'en réseaux sociaux, je suis un peu sceptique. On pourra en discuter. Comment? On pourra en discuter. Voilà. Bon, là-dessus, franchement, on n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. On n'aime pas le site web d'ailleurs. C'est dire. Alors également, on peut également s'occuper sous certaines conditions du financement. D'accord. Après, tout dépend de l'entreprise. On s'occupe également de tout ce qui est développement industriel. C'est une entreprise où veut s'équiper en termes de machines. Après nous avoir exprimé ses besoins précis et concrets, nous on lui revient avec une étude complète, c'est-à-dire un peu le personnel, de l'énergie, de matières premières. On s'occupe également de sécuriser l'approvisionnement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été achetés en Chine, en Inde, etc., mais qui ont été extrêmement déçus de leurs investissements. Alors nous on sécurise, on a une assurance, on sécurise donc nos clients. Donc elles ont effectivement ce qu'elles ont commandé qui correspond à leurs besoins. D'accord. Donc nous récemment on a eu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui voulait
augmenter son taux de rendement de cacao à l'hectare. On a trouvé donc une variété qui est faite en Équateur et qui multiplie par 3 les rendements habituels en cacao de la Côte d'Ivoire. D'accord? Directeur général et cofondateur de l'agence de marketing digital Byfeeling. Byfeeling est une nouvelle agence de la place, on existe depuis 2012. On a commencé à 2 et aujourd'hui on est une équipe de 20 personnes. Donc ce qu'on fait en termes de marketing digital, c'est une vision qui est très simple, qu'il faut avoir pour comprendre. Il faut se dire simplement qu'Internet c'est la plus grosse ville qui existe au monde, avec 3 milliards de personnes qui habitent. Et au niveau du Sénégal, on a entre 3 millions et 6 millions de personnes. Ça dépend des chiffres, ça dépend à qui on essaie de vendre de la stratégie digitale. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est pouvoir mettre vos organisations, prendre vos organisations et les positionner dans cette ville pour faire ce que vous faites traditionnellement, pour communiquer, pour avoir de nouveaux clients. Et dessus, ce qu'on va vous dire dans cette ville, il y a par exemple un immeuble qui s'appelle Facebook, où il faut absolument que vous ayez un point de présence, si c'est pertinent par rapport à votre cible. Et c'est tout ce conseil donc qu'on fait à l'attention à l'endroit de nos clients, et aussi après toute la mise en œuvre. Ce qu'on appelle mise en œuvre, c'est le développement de sites web, le développement d'applications, on peut faire de la publicité en ligne. Et la grosse valeur qu'apporte Byfeeling sur le marché, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une action, on vous dira vous avez investi tant de francs, voici ce que ça vous a rapporté en fonction des objectifs que vous visez. On a une vision très limitée du digital, on a l'impression qu'il faut juste avoir une page Facebook et poster sur cette page Facebook. Mais limiter le digital à ça, c'est croire que par exemple le métier de Total se limite aux pompistes qui nous servent de l'essence. C'est-à-dire que le digital, il y a tout un dispositif qui est autour et c'est un investissement qui est nécessaire. Est-ce que la formation, ça va bien? La formation nous intéresse. Parce que, en fait, il y a un réel besoin, il y a une absence. C'est-à-dire que les gens entendent beaucoup parler des réseaux sociaux, mais chez les communicants en entreprise et même dans les agences de com, ça reste une nébuleuse. Je pense qu'il y a réellement une opportunité pour réunir tous ces spécialistes de la com et les sensibiliser par rapport à ça. Exactement. Je pense qu'il y a réellement une niche avec le Il y a un besoin et chez nous c'est même une priorité en fait. Puisqu'on est arrivé sur ce marché en 2012 et jusqu'à présent lorsqu'on parle de marketing digital, on a des retours. Les gens ne comprennent pas réellement ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on a une approche chez Byfeeling qui est une approche pédagogique. On a mis en place un blog d'ailleurs où on partage chaque semaine des articles sur le marketing digital, que ce soit sur la publicité, etc. Et on met en place aussi on a un programme de formation donc qu'on appelle des meet-up digitaux, où le premier, qui s'étale sur 3 séances. La première séance concerne la culture digitale, en gros, Internet, qu'est-ce que ça a apporté comme changement. Le deuxième module, c'est plus le marketing sur Internet, qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, de cette deuxième séance, on essaye de voir quels sont vos besoins en termes d'orientation. Et on fait une troisième séance qui est vraiment une séance sur mesure. Si vous avez juste besoin de mettre en place une newsletter en interne, on fera de cette troisième séance une séance qui sera dédiée à ça. Parce que chez nous, on est convaincu d'une chose, ça ne sert à rien de communiquer pour communiquer sur Internet, il faut communiquer pour avoir une action, pour avoir de nouveaux prospects, pour avoir des gens qui s'inscrivent à un événement ou à une newsletter. Et c'est ce qu'on peut faire avec des budgets qui sont, d'ailleurs, que vous allez déterminer. Je suis dirigeante et cofondatrice de Géolien, bureau d'études en environnement qui est basé à Sacré-Cœur 3, pas très loin d'ici, dans les locaux de Jocolaps. Donc nous on est dans le B2B également, on propose un service d'ingénierie essentiellement aux industriels, aux administrations, aux collectivités territoriales. On propose donc des études d'impact, des projets en lien avec l'environnement. On travaille sur le réglementaire, donc notre marché est porté par la réglementation et aussi par, je dirais, l'intérêt, la motivation des personnes en charge que l'on rencontre. Et également, c'est à souligner, par les actionnaires des grands groupes qui ont une volonté de faire avancer les problématiques environnementales. Donc Géolien a été créé il y a de ça 1 an et demi, en lien avec un partenariat en Hollande, un laboratoire hollandais, et un actionnariat qui est aussi basé en France. Voilà.
Donc aujourd'hui, la société prend son envol. On recherche des techniciens dans notre secteur d'activité qu'on n'arrive pas à trouver. Donc voilà où sont nos besoins, du moins en termes de ressources humaines. Et on a aussi besoin de nouveaux marchés, donc toucher de plus en plus d'industriels qui sont soumis à la réglementation en vigueur ou alors qui ont envie d'avancer sur les problématiques environnementales. Voilà, donc on a un site internet. On communique aussi via des magazines spécialisés à travers des articles techniques, mais vu qu'on est avant tout dans une construction d'une relation de confiance, parce qu'il y a un gros enjeu derrière, c'est-à-dire que si on n'accompagne pas bien le client, son projet peut être freiné, voire arrêté définitivement par des instances gouvernementales ou autres. Donc, finalement, je dirais que le principal atout se fait lors de rencontres où voilà, de rendez-vous un peu plus formalisés, puisqu'il y a un véritable partenariat et pas que ce ne sont pas que des mots que nous construisons. Mais je suis quand même intéressée par le marketing digital, savoir justement comment aller au-delà de la présentation pour arriver à capter les clients, sachant que je reste dubitative sur les réseaux sociaux, parce que ça véhicule finalement une image qui va peut-être jouer en défaveur de notre cœur de métier. Mais bon, ceci reste à débattre. Je vous remercie. Alors, tu dis en fait que tu cherchais des gens, des jeunes personnes ou des jeunes gens. Alors, quels sont les profils en fait que tu cherches? Dis-moi que tu as du mal à trouver. C'est quoi comme profil scientifique de terrain. Donc des gens qui sont capables de quitter leur bureau pour aller sur un site industriel, dans une entreprise, poser du matériel, faire des observations qui conduiront ensuite à l'élaboration d'un rapport. Élaboration du rapport qui a plus à voir avec de l'ingénierie. En tout cas, pour ce qui est terrain, j'ai besoin de techniciens. Et je me retrouve confrontée au même souci à chaque fois, c'est que soit j'ai des gens hyper diplômés, ou alors des gens qui ne montrent ni l'envie, ni la motivation à aller sur le terrain. Bonjour à tous, je m'appelle Pape Samoundoué. J'ai un cabinet qui s'appelle Nabi Consulting, mais en même temps je suis le président du réseau sénégalais d'appui à la micro et petite entreprise. Donc nous sommes un réseau de consultants formateurs qui existe depuis 2008 et notre objectif au début c'était quoi? C'était vraiment de tout faire pour avoir des produits adaptés surtout à la micro et à la petite entreprise, parce qu'au début on travaillait beaucoup avec les grandes entreprises, les moyennes entreprises. Mais on s'est rendu compte que les petites entreprises étaient les sans-rables. Alors nous avons pu développer des modules de formation, des modules d'accompagnement, avec l'appui notamment de l'État, avec l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, l'ADPME, et la coopération allemande. Donc il y a des modules qui sont disponibles même sur le net gratuitement, que nous avons eu à concevoir. Nous avons même conçu un support vidéo destiné à la formalisation, qui est à disposition au niveau des chambres de commerce et de métiers, qui est distribué gratuitement pour ne pas monopoliser le temps. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Et l'exemple, Jean-Paul, il y en a d'autres, mais au moins c'est quelqu'un qu'on a accompagné depuis le début. C'était en 2009, 2010. Depuis 2009, on a eu à le former en création, en gestion d'entreprise, à l'accompagner et on continue à l'accompagner, notamment avec d'autres entrepreneurs. Et vous avez vraiment développé leur entreprise. Excusez-moi de vous interrompre. Combien de PME, PMI, de micro-entreprises que vous avez eu à accompagner jusque-là? Ok. Les dernières statistiques qui datent de cette fin d'année. Nous avons accompagné 2500 entrepreneurs depuis lors. Bravo. Mais l'essentiel, c'est que je vais les aimer pour ceux qui n'ont pas déjà. Et qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble. On va bien autant que possible au niveau des rencontres. Je me dis que c'est ça en fait qui va nous permettre. Absolument, exactement. Oui. Alors mon projet, il est à la base militant. Il est militant donc, et surtout éducatif. Donc nous avons créé donc, un centre éducatif en France en 2010 pour pouvoir renseigner les enfants des afro-descendants en France sur leurs origines, sur leur, qu'ils puissent mieux s'adapter à l'environnement. Ensuite, nous avons bougé en Afrique. Et donc, arrivé en Afrique, il faut s'adapter.
Et comment s'adapter? Donc on a créé des structures à côté pour pouvoir aider le centre éducatif à pouvoir vivre. Donc on a créé donc un set secret pour pouvoir permettre aux femmes d'exprimer effectivement leur savoir-faire. Et à partir de ce savoir-faire-là, nous finançons en fait le centre éducatif. Parce qu'en fait le projet central, c'est le centre éducatif à partir des enfants. Et ensuite, maintenant, progressivement, on se rend compte qu'en s'adaptant sur le marché, des femmes ont besoin d'être formées, des jeunes ont besoin d'être formés, certains hommes ont besoin d'être formés pour pouvoir évoluer dans l'environnement économique qui est très très difficile ici en Afrique. Sachant que nous organisons aussi centres aérés pendant les vacances et les colonies de vacances. Et les colonies de vacances ont un thème. Le thème, c'est aimer l'Afrique, découvrir l'Afrique, connaître l'Afrique. Nous avons fait en 2012, dès notre arrivée, aussitôt notre arrivée ici, nous avons fait une colonie de vacances qu'on a appelée colonie de vacances découverte du Sénégal. Nous avons pu faire Saint-Louis, La Saumone et Dakar. Donc on fait en gros, donc notre structure, c'est vraiment le centre éducatif, que ce soit pour adultes, soit pour enfants. Sachant que pour le moment, on maîtrise plus le côté enfant. Super, voilà. Très bien. Je t'en prie, Céline. Est-ce que la structure existe toujours en France? Oui, la structure continue en France. On travaille en collaboration avec une autre structure qui a été créée, une autre association qui a été créée, qui justement permet aux enfants de découvrir justement la culture africaine. D'accord, et par rapport à ce que, si je me permets, voilà, je t'en prie. Par rapport à ce que tu dis, cette vision erronée, je me dis que peut-être l'étendre à d'autres petits Français petits enfants français qui auraient peut-être aussi besoin de connaître ce qu'est l'Afrique au-delà des médias. Absolument. Nous avons au centre, justement au Black Campbell Center en France, les photos pour le prouver, nous accueillons des petits Français. Super. Ok, merci beaucoup Thomas. Il faut qu'on avance. Luc, à toi. Alors, la manière dont on communiquait n'était pas forcément toujours adaptée à nos réalités africaines. C'est-à-dire mettre des panneaux 4x3 partout, que l'on voit dans la rue, elle n'était pas vraiment forcément la solution dans un continent comme l'Afrique est un continent de contact et d'échange. Donc je suis tombé en 2008 sur un concept très simple qu'on appelait les moving boards. Ce sont des panneaux qui sont portés par des jeunes, des promoteurs qui ont cette particularité d'avoir donc du média, c'est-à-dire le visuel qu'on peut voir sur les panneaux 4x3, mais la parole également. C'est-à-dire pouvoir t'expliquer avec précision ce que tu dois pouvoir comprendre sur la promotion en cours. Et donc, les limites à ce que l'on avait constaté au départ, c'est que c'était souvent des panneaux qui ne parlent pas, les 4x3. Tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, tant pis. Donc tu peux trouver le panneau très beau, sans comprendre vraiment ce qu'on a mis dessus, sans comprendre vraiment ce que tu dois normalement comprendre pour être un client normalement. Alors, en faisant une chose différente, c'est-à-dire avoir le panneau du média et la parole, on était absolument certain d'expliquer à la personne ce qu'elle doit pouvoir comprendre. C'est les promoteurs que tu libères dans la rue et qui sont formés en amont pour pouvoir tenir le discours qu'il faut à la cible, distribuer les prospectus, mais également, c'est le plus, avoir cette interactivité pour recueillir les informations pour le compte du client. Et donc là, avec précision, tu peux dire avec précision donc, combien de personnes tu as atteint, combien de personnes tu as touché, ce qu'elles pensent de ton service, ce qu'elles pensent de ton produit. Et là, après, tu peux réorienter tes actions marketing en fonction de tes besoins. L'autre avantage en plus, c'est que tu as toi la maîtrise de ton lieu d'intervention, de ton temps d'intervention. Donc c'est des supports qui s'allument la nuit, donc tu peux faire des campagnes nocturnes pour préparer un lancement dans la journée, etc. Alors on est né en 2008. Depuis lors, on a beaucoup évolué. On est passé de 2 à une vingtaine de clients. Sans faire de bruit en fait, on est passé de moving board simple à d'autres supports, les moving boards, les spider bags, et qui font qu'on est maintenant à 4 types de supports différents que nous sommes en train de proposer. On va lancer en 2015 de nouveaux supports et dans 6 mois un autre, puisque l'objectif c'est d'en avoir au moins 2 par an, histoire de vraiment proposer à la clientèle une diversité de supports, tout en restant dans cette logique de communication de proximité, parce qu'il faut parler avec les gens, il faut aller vers eux, et proposer une alternative, on va dire, plus directe à ce qu'on fait. Donc voilà
ce qu'on fait, voilà le secteur dans lequel nous évoluons. L'idée, donc c'est la cinquième rencontre, hein, depuis le mois de septembre chaque mois, et donc maintenant on a décidé de le faire le dernier jeudi du mois. Le premier constat, c'est que déjà ça répond à un besoin, même s'il n'était pas exprimé, mais on a eu des bons retours là-dessus. Le point maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant on le fait de manière bénévole et un petit peu quand même informel, c'est-à-dire qu'on va contacter, on n'est pas forcément très on va dire, efficace dans notre processus de contact au cours du mois, donc on doit s'améliorer là-dessus et on doit aussi développer de nouveaux outils et des produits. Donc la rencontre des entrepreneurs, c'est une rencontre physique mensuelle, c'est maintenant une émission de radio, donc sur Radio Convergence, ça va être une vidéo hébergée et des articles sur Financial Afrique, donc pourquoi pas d'ici 3 mois, 6 mois, un annuaire. On est sur ces réflexions-là, mais pour l'instant on devait déjà tester, être sûr que on avait suffisamment de gens intéressés pour monter un peu dans l'aventure. Et maintenant, si vous avez un service qui puisse répondre à ça, pour nous proposer comme Financial Afrique nous a proposé, comme Sign-Up nous a proposé pour filmer, nous serons ravis de prendre. Mais une fois encore, le but pour nous c'est d'avancer et le nerf de la guerre c'est de l'argent. Il faut aller toucher les partenaires, il faut aller toucher les personnes qui sont intéressées. Et avec des éléments concrets. Super. Merci beaucoup Luc. Marc-André. Je suis cofondateur, fondateur et dirigeant de 3 entreprises sociales ici au Sénégal depuis 2006 que j'y réside en permanence. Dans une vie antérieure, j'étais québécois, il y a quelques séquelles. Petite légère. Bon, alors la première entreprise, c'est Nouvelles Éditions Numériques Africaines. On est la première et probablement la seule maison d'édition tout numérique ici en Afrique, certainement en tout cas en Afrique francophone. Donc, depuis les tablettes sont arrivées, ça a créé un nouveau marché pour le développement de l'industrie de l'édition, puisque maintenant on peut lire des livres sur tablette, sur vidéo, sur ordinateur. Donc, on a des ententes d'édition avec peut-être une quarantaine d'auteurs et des ententes de coédition numérique avec près de 25 maisons d'édition traditionnelles en Afrique, au Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Et on a environ à peu près 400 titres qui sont soit en format PDF, soit en format e-book, qui sont deux formats de l'édition numérique. Et on a un deuxième métier qui est celui depuis cette année de libraire numérique. Nous avons notre site internet, qui est un site de commerce électronique où on vend des livres numériques. On peut acheter en ligne et télécharger et lire immédiatement. La sauvegarde, la pérennisation, la collecte, la diffusion du patrimoine culturel africain sous sa forme écrite, que ce soit des œuvres de l'imagination ou des œuvres de la recherche du savoir. Donc, notre objectif, c'est que notre librairie numérique devienne le site incontournable dans le monde où quiconque cherche de la documentation ou des livres sur l'Afrique va se retrouver là au lieu de se perdre sur Amazon ou sur Apple ou sur la FNAC. Nos livres numériques, en plus de les vendre directement, on les diffuse en ce moment aussi sur une 60aine de librairies numériques dans le monde, donc celle que je viens de nommer. Je me suis adjoint de deux Sénégalais qui sont maintenant associés, donc la relève est en train d'être mise en place pour cette entreprise. La deuxième entreprise est dans le domaine des combustibles domestiques. En ce moment, au Sénégal, on s'en va directement dans le mur parce qu'on cuisine avec quoi? Avec du gaz butane dont le prix monte et qui sera plus disponible dans quelques années, ou avec du bois ou du charbon de bois, alors que la forêt est une ressource rare dans un pays sahélien. Alors nous, on estime qu'il y a une solution à long terme et viable pour la cuisson des repas. C'est l'utilisation de combustibles domestiques renouvelables, il y en a 3. La biomasse sous forme de briquettes ou de granulés végétaux produits à partir de coques d'arachide,
le paille de mil, etc. Deuxièmement, le gel éthanol. L'éthanol étant déjà produit par la compagnie sucrière et pouvant être produit à partir de pommes d'acajou, gélifié pour des raisons de sécurité, et une entreprise ici qui est capable de produire du gel éthanol qui en produit déjà. Et troisièmement, l'huile de jatropha, qui est tabanani en Wolof, qui est bien connue dans le milieu rural et que donc on peut transformer ça en une huile non édible et qui est un bon combustible domestique. Mais pour utiliser ces combustibles-là, il y a un chaînon manquant entre la dame qui cuisine et ces combustibles-là, c'est l'équipement de cuisson. Alors nous, notre spécialité, c'est le développement d'équipements de cuisson utilisant ces trois combustibles-là, et c'est ça qu'on est en train de développer. Cofondateur de Casse Contact, je suis gérant de Casse Contact Sénégal. Casse Contact est une compagnie canado-sénégalaise qui est née en 2010 et qui œuvre spécialement dans le domaine du service de la vente par téléphone. Et nous avons une équipe à Montréal, puis aussi nous avons une équipe au Sénégal qui présentement qui fait une totalité de 58 personnes. Donc permettez-moi tout simplement de parler d'un point. Tout à l'heure j'ai entendu tout le monde parler, toutes les entreprises qui sont ici, les chefs d'entreprise qui sont là. Je pense que tout tourne autour du service, même là où nous sommes présentement, tout tourne autour du service. Et ce que j'ai compris, c'est que tout est vendable. Du moment où la personne a un besoin, que ce soit dans le domaine de, par exemple, faire connaître en fait, aux enfants africains leur culture, c'est un produit, c'est un besoin, c'est un service qu'on apporte. Je vends de l'information. En fait, c'est le journal Financial Afrique. J'ai 3 supports. J'ai une newsletter quotidienne, donc, qui est envoyée à 5 h du matin, temps universel, et qui touche 11 000 abonnés. J'ai un site web qui s'appelle www.financialafrique.com et j'ai un journal qui est en kiosque tous les mois qui s'appelle aussi Financial Afrique. Donc c'est un journal un peu particulier puisque c'est seulement sur l'économie, la finance et l'entreprise d'une manière générale. Et ce qu'on cherche avec vous, ce que nous voulons, c'est d'abord vous habituer à nos produits. Et nous, ce que nous délivrons, c'est l'information. Ce n'est pas la mise en relation, c'est l'information économique et financière. Par exemple, vous êtes des entreprises, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de l'entreprise ici, que ce soit à travers FONSIS, que ce soit à travers l'évolution de la loi. Donc, c'est vous donner des outils supplémentaires de veille stratégique, c'est vous donner une actualité qui vous permettra de faire peut-être votre benchmark sur l'Afrique et sur l'Afrique francophone en particulier. C'est vous permettre aussi de voyager à travers ce que nous produisons, que ce soit à travers les portraits, à travers les interviews. Donc j'espère que vous allez tous cliquer sur www.financialafrique.com. Il est disponible, il est distribué au Sénégal à travers le réseau ADP. Et au niveau international, on est avec le réseau NMPP qui s'appelle maintenant Prestalis, qui distribue depuis la France. On est distribué au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et du Centre et dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Parce que le journal est né au Maroc et depuis 2 ans on est là parce qu'on voulait faire un focus sur l'Afrique subsaharienne. À partir du Maroc c'est impossible parce que ça n'intéresse pas grand monde de connaître comment va l'Afrique subsaharienne. À partir de Dakar c'est possible mais il n'y a pas à marcher. Ok, écoute, merci beaucoup Adama. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu.